Voilà. Tout le monde voit encore bien les PowerPoint qui sont là? Oui. Oui, ok. Alors, donc d'abord, bonjour à tout le monde. Je me présente. Donc, moi, je m'appelle Kevin Noël. Je travaille à Ecobati Liège depuis une dizaine d'années. Je m'occupe de tout ce qui est formation sur les enduits à l'argile, enduits à la chaux, enduits stonate, tout ce qui est isolation thermique, acoustique aussi, intérieur-extérieur. J'espère que vous avez pu déjà suivre mes cours. On a commencé à faire des cours en ligne. Donc c'est souvent moi ou mes collègues qui les donnent. Voilà, donc je suis à Ecobati Liège. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aujourd'hui. Si vous ne savez pas les poser aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un mail à kevin, donc kevin@ecobati.be, ou vous venez en magasin, aussi bien dans notre magasin d'Ecobati Herstal ou à d'autres magasins où vous verrez mes autres collègues. Alors, pour une petite présentation d'Ecobati, pour la plupart, j'espère que vous nous connaissez. Donc, Ecobati, on est une société familiale. Donc, il faut savoir que c'est mon père qui l'a créée en 1989. Donc, on voit un petit peu ici le parcours qu'il a effectué. Pourquoi il a créé Ecobati? Parce qu'il a voulu construire une maison donc il y a 35 ans en produits naturels. Il s'est rendu compte que les produits naturels, c'était assez compliqué d'en trouver à ce moment-là. Et donc, il a voulu chercher et construire le plus possible. Et puis, il a créé son magasin d'abord dans son garage. Et puis, il a évolué. Donc, mon grand frère a commencé en 2001. Et puis, maintenant, donc, il y a moi et mes deux frères qui ont repris la société. Mon père est pensionné. Et on a plusieurs magasins. Donc, depuis 2012, on a plusieurs magasins en Belgique. On est 8 magasins en Belgique et 3 en France depuis 2016. Si vous devez retenir 3 choses d'Ecobati, c'est nos 3 valeurs qui sont écrites ici. C'est écologie, qualité et service. Donc, il faut vraiment savoir que l'aspect écologique est très important pour nous par notre historique familial. Parce que voilà, mon père, si vous voulez, à la base, il était passionné d'écologie. Et puis aussi, à notre naissance, on a eu des petits problèmes de santé et s'est dit, est-ce que c'est peut-être pas l'environnement dans lequel on a vécu qui fait que ça a peut-être un impact? Et donc, il a commencé comme ça à réfléchir. Donc, cet aspect de santé, de bien-être, d'être en harmonie avec la société, avec la nature est très important. C'est pour ça que, par exemple, quand on sélectionne des produits, donc comment on va sélectionner un produit? Si je prends, par exemple, on va prendre un isolant. Il faut que l'isolant soit sain pour la personne qui va le placer, donc il ne faut pas qu'il soit irritant, il ne faut pas que si vous le respirez, vous ayez des problèmes de bronches ou des autres problèmes. Il faut que ce soit sain pour la personne qui va vivre avec, donc ça veut dire que quand vous allez avoir un isolant dans votre toiture, vous allez dormir dans votre chambre en dessous pendant des années, il ne faut pas qu'il dégage quelque chose. Et il faut qu'il soit sain pour l'environnement, pour la fabrication, si on prend par exemple une fibre de bois, pour le fabriquer, c'est de la récupération de copeaux de bois. Donc, il n'y a pas une grosse transformation. Ce n'est pas comme la laine de verre où on doit chauffer très fort du sable pour l'étirer et faire des filaments qui sont des filaments de roche. Et donc, ici, on a un produit qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui va moins avoir d'impact sur l'environnement, qui, quand on a des déchets, c'est des produits qui sont biodégradables, compostables, que la laine de verre, en fin de vie, vous ne savez pas en faire grand-chose. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants, c'est l'aspect écologique, donc ça pour la personne qui le place, ça pour la personne qui vit avec, et ça pour l'environnement. Deuxième valeur qui est importante pour nous, c'est la qualité. Donc on essaie vraiment de proposer des produits de qualité, des produits qui vont durer dans le temps. Si je prends le chanvre, par exemple, en isolation, on a un produit qui va durer dans le temps, qui ne va pas se tasser, qui ne va pas se laisser aller. Et donc, vous mettez du chanvre dans votre sol de grenier, par exemple, ou une laine de verre. Votre laine de verre, vous avez 20 cm. Après 10 ans, vous retournez dans votre grenier, vous êtes plus 15 cm, et elle ne vaut plus grand-chose, que le chanvre va avoir une tenue nettement meilleure. Et troisième valeur, c'est le service. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, à nous demander, je dois faire une isolation de ma toiture, comment je fais, comment je pose un frein de vapeur. On est vraiment là pour vous accompagner. C'est pour ça qu'on fait des vidéoconférences comme aujourd'hui, où on a aussi des formations en atelier qu'on donne régulièrement. Si vous allez sur notre site, vous avez pu les voir. Alors, on va commencer la formation sur l'étanchéité à l'air.
Après, le module étanchéité à l'air est un module qui peut durer toute une journée parce que c'est vraiment assez technique. On va ici, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous faire comprendre l'importance d'avoir une bonne étanchéité à l'air, l'importance de bien faire les choses et le gain qu'on pourra avoir pour la maison, donc en termes de consommation d'énergie, mais aussi en termes de détérioration des produits de la maison et ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. Comme je vous dis, je ne sais pas voir le chat, donc si vous avez un micro, ben, vous m'interrompez directement ou régulièrement, j'irai voir les questions. Alors, par rapport à cette maison, donc le premier schéma, il a été mis pour vous faire comprendre déjà que quand j'ai un client, moi, qui vient en magasin et qui me demande ben, est-ce que je dois isoler, qu'est-ce que je dois isoler en priorité? Il faut savoir que vous avez déjà 30% de la chaleur, là on va parler du thermique, hein, donc de l'isolation contre le froid, le fait qu'on consomme de l'énergie en hiver, vous avez 30% qui part par la toiture. Pourquoi? Ben, vous avez l'air chaud qui monte, et si vous ne l'arrêtez pas en toiture, ben, elle va s'en aller, et donc vous allez devoir réchauffer chaque fois une nouvelle air, de nouvelles chaleurs pour pouvoir garder, maintenir votre température à 25 degrés dans la maison pour quelque chose d'agréable. Et donc ici, c'est vraiment la toiture qui est le plus important. Si vous avez un budget d'abord à faire en isolation, utilisez-le d'abord pour la toiture. N'isolez pas d'abord votre sol, ça ne sert. Alors, c'est pas que ça ne sert à rien, mais ça va être moins important, c'est 10%. Isolez plutôt votre toiture. Vous avez 20% pour le renouvellement de l'air. Donc ici, ça ne veut pas dire que vous avez 20% qui part par votre cheminée, parce que au dernier cours, j'ai une dame qui me dit oui, mais moi, j'ai pas de cheminée, donc j'économise 20%. Non, c'est juste que c'est le renouvellement de l'air. Donc, c'est quoi en fait? Ben, c'est les châssis qui ne ferment pas bien, c'est une fuite en toiture par la cheminée, c'est la porte d'entrée qui a un joint, c'est l'isolation qui n'a pas été bien faite et donc vous avez une perdition d'air qui part à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment tout ce qui fait qu'on a une maison étanche. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui d'étanchéité à l'air. Donc, on peut remarquer que c'est 20% d'efficacité, donc c'est énorme. 20% pour les murs, 5% pour les ponts thermiques. Donc, les ponts thermiques, c'est souvent dans les jonctions, comme on le voit là, en toiture, où votre isolant n'a pas été bien mis. Vous isolez votre mur avant, par exemple, où il y a une fenêtre, mais vous n'isolez pas les battets de la fenêtre, donc c'est le retour de la fenêtre, parce que vous dites c'est pas grave. Ben là, dans ce retour-là, ça va être une perdition de chaleur. Et donc là, on va perdre 5% de chaleur sur l'ensemble du bâtiment. 15% par les fenêtres. Donc souvent, les gens me disent, oui, est-ce que c'est très important d'isoler, changer les châssis, changer en double vitrage ou triple vitrage? Oui, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que d'abord, ce qui est le plus important, c'est l'isolation de la toiture. Et quand vous allez isoler, de bien isoler, faire une bonne étanchéité, les murs, et puis après, ce sera les fenêtres, et puis nos planches. Avez-vous des questions par rapport à ce schéma? Non, moi non. OK. Alors, ici, on va plus s'arrêter par rapport à l'étanchéité à l'air. Donc, par rapport, en fait, aux 20% qu'on voit ici. On a d'autres modules de formation qui est l'isolation en produits naturels, où là, on explique qu'est-ce qu'un isolant, ainsi de suite. On va moins en parler aujourd'hui, mais on va plutôt, en fait, regarder par rapport à l'étanchéité à l'air. Donc, il faut savoir que qu'est-ce qui isole dans un isolant? En fait, c'est l'air qui est pris dedans. Donc, c'est pour ça que quand vous mettez une grosse doudoune, c'est de l'air qui est pris dans votre matériau. C'est cet air-là qui isole. Le meilleur isolant, en fait, c'est l'air. Mais c'est de l'air statique. Si vous avez de l'air qui est tout le temps en mouvement, comme vous prenez un gros pull en laine qui est avec plein de trous, vous courez, vous avez de l'air qui passe à travers, il ne va pas servir à grand-chose. Donc vraiment, si vous avez toutes les particules de l'isolant, mais que vous avez de l'air qui circule à l'intérieur, il va perdre beaucoup en efficacité. Ce qui va vraiment faire qu'on a quelque chose qui est bien isolé, c'est fermer l'air à l'intérieur de l'isolant. Et c'est ça qui va bien isoler. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un panneau de PU, donc de polyuréthane, tout le monde voit ce que c'est un panneau avec de l'aluminium dessus, c'est plein de bulles qui sont renfermées, c'est un bon isolant contre le froid. Et donc ça, parce qu'il renferme bien l'air. Par contre, quand vous allez avoir une jonction entre les deux panneaux, si vous avez de l'air qui
qui n'est pas bien, donc le panneau n'a pas été bien mis parce qu'on ne sait jamais le mettre parfaitement, ben vous avez de l'air qui va passer, donc ça va être une perdition. Donc ce qu'on va essayer de viser dans une structure idéale, c'est d'avoir de l'air statique et vraiment de bloquer cet air. Comme ça, on a vraiment quelque chose qui isole bien. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on renferme l'air froid à l'extérieur, l'air chaud à l'intérieur, et il n'y a pas de perdition entre les deux. Donc une structure idéale, comme on a dit, c'est vraiment, on renferme de l'air dans l'isolant. On essaie vraiment qu'il y ait l'air le plus renfermé possible pour justement augmenter l'efficacité de l'isolant. Alors, on a pris ici une toiture, donc à la place d'être inclinée, ici elle a été représentée en plate, mais c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une toiture plate, c'est une toiture avec des tuiles, comme on le voit ici. Et ici, on a donc les tuiles, on a les chevrons, on a des petites lattes ici, on a l'isolant qui est ici, et on va partir du principe, comme avant, on n'a pas de frein de vapeur quand on construisait avant, on n'avait pas de frein de vapeur, et on n'avait pas toujours une sous-toiture, donc c'est la partie orange. Dans ce cas-là, on avait quelque chose qui n'était pas efficace point de vue d'isolation. Pourquoi? Parce que vous aviez en fait en hiver de l'air très froid ici et de l'air chaud ici. Ce qu'il y a, il faut savoir que l'air chaud et l'air froid n'ont pas la même pression. Et donc, vous avez une pression différente et donc l'air a toujours envie de circuler. Et donc, vous aviez de l'air froid qui rentrait à l'intérieur, et vous avez de l'air chaud, en fait, qui sortait. Et donc, vous deviez chaque fois compenser ça par de la chaleur, par réchauffer plus votre maison, consommation de mazout et ainsi de suite, pour compenser cette perdition. Donc, ce qu'on a fait, dans un premier temps, on a mis une sous-toiture. Une sous-toiture ici. La sous-toiture, elle a deux fonctions. Elle empêche, s'il y a une tuile qui casse, d'avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Elle est étanche à l'eau, mais elle a une deuxième fonction, c'est qu'elle est étanche à l'air. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus d'air froid qui rentre à l'intérieur. Donc, déjà, d'un côté, on bloque cet air-là. Alors, ce qui est important, c'est souvent quand on voit des vieilles sous-toitures, les sous-toitures ont été mises, mais il n'y a pas d'étanchéité entre les deux sous-toitures. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose qui baille comme ça un petit peu. On peut mettre sa main entre les deux. Ça, il n'y a pas une étanchéité. C'est résistant à l'eau, mais ça n'a aucune efficacité par rapport à l'air. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre un tape, un scotch entre les deux pour vraiment avoir le plus possible d'étanchéité. Parce que si vous avez de l'air qui passe entre les deux et qui rentre à l'intérieur, c'est de l'air froid, donc ça ne sert à rien. Donc, première fonction, résistante à l'eau et étanche à l'air. Alors, vous allez dire, OK, ben on a renfermé l'air à l'extérieur. OK, après, une sous-toiture n'est jamais étanche à 100%, donc on a toujours une perdition légère, mais on a déjà quelque chose de plus efficace. On a l'isolant, on ne met pas de frein de vapeur. Le frein de vapeur, il a deux fonctions. Je vais vous expliquer la première et puis la deuxième. La première, on va parler de l'étanchéité à l'air. Donc ici, vous me dites, OK, je ne mets pas celui-ci, mais j'ai quand même une étanchéité ici. Est-ce que c'est bon? Oui, mais ce n'est pas assez performant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de l'air chaud qui va passer à travers votre isolant, qui va venir ici, qui va être froid en fait, qui va être refroidi par la sous-toiture qui est froide parce qu'elle est à l'extérieur, et puis ça va re-rentrer. Et donc vous allez quand même avoir une circulation d'air ici, et comme on a dit, c'est l'air statique dans l'isolant qui isole le mieux, donc là on va avoir une perte déjà, on va avoir quelque chose qui n'est pas efficace. Donc par rapport à l'étanchéité à l'air, c'est important de le mettre, de ne pas avoir de circulation. Donc ça, c'est étanche à l'air, c'est important. Et deuxième, ça va régler aussi le problème par rapport à l'humidité. Ça veut dire que ici, j'ai une chambre, je vais dormir. Il faut savoir qu'on va produire plus ou moins 750 millilitres d'eau par nuit. Donc, deux personnes, vous allez produire 1,5 litre par nuit. Donc, c'est de l'eau, la vapeur d'eau qui se mêle. Je n'ai pas de frein de vapeur ou de pare-vapeur. Donc, je vais expliquer bien la différence entre l'un et l'autre. Je n'ai pas de pare-vapeur, on va parler de pare-vapeur ou de frein de vapeur, j'expliquerai. Je n'ai pas cette couche-là bleue. Je produis de la vapeur d'air chaude en hiver, donc il fait 0 degré ou moins 5 dehors, et à l'intérieur il fait 25 degrés ou 20 degrés. Je produis cette vapeur d'eau, de l'air chaud va monter
elle va rencontrer une paroi froide, et donc de l'air chaud humide qui rencontre une paroi froide, j'ai de la condensation. Donc, qui dit condensation, dit que je vais avoir de l'eau qui va se mettre sur mes chevrons, je vais avoir de l'eau qui va se mettre dans mon isolant, donc mon isolant, il va se laisser aller, il va se détériorer. C'est un peu comme quand vous êtes en hiver, vous soufflez sur une fenêtre, vous avez de l'air chaud humide, vous avez une paroi froide qui est votre fenêtre, vous avez de la condensation. Donc ici, en mettant un pare-vapeur, je vais expliquer le rôle du pare-vapeur. Le pare-vapeur, l'humidité va venir, elle est bloquée, elle ne sait pas partir, donc elle ne va pas condenser, donc on a résolu le problème de la condensation, elle va rester à l'intérieur. Le problème, c'est que à l'intérieur, vous allez avoir un taux d'humidité qui va monter parce qu'elle ne sait pas s'en aller, cette humidité. Et le matin, vous vous réveillez, mais qu'est-ce que vous avez sur votre fenêtre? De la condensation, parce que vous avez tout bien fermé, vous êtes tout bien isolé. Mais par contre, ce surplus de vapeur d'eau, vous n'avez pas su l'extraire. Dans une nouvelle construction, c'est facile de l'extraire, on fait une VMC, donc c'est une ventilation mécanique qui prend ce surplus d'humidité, qui le sort, qui va reprendre de la nouvelle air sèche. Dans une rénovation, on ne sait pas le faire ça, et donc on a trop de vapeur d'eau, donc on a un taux d'humidité ambiant qui va monter à 90%, et le matin, vous allez avoir de la condensation. Ou vous allez vous réveiller pendant la nuit, vous allez avoir froid, alors qu'il fait peut-être 20 degrés, ou 21 degrés, ou 25 degrés, mais avec un taux d'humidité important, vous avez l'impression qu'il fait froid. Donc le pare-vapeur, il bloque la vapeur d'eau, il empêche la condensation, mais il ne règle pas le problème de vapeur d'eau dans la pièce. Alors, il y a une évolution par vapeur, c'est le freine-vapeur. Le freine-vapeur, il laisse passer la vapeur, mais il va la freiner. Et donc, comme ça, le temps qu'elle arrive ici, elle va en fait se refroidir. Et donc, il n'y a plus de choc de température. Et donc, elle peut s'en aller et elle ne va pas condenser. Donc, on n'a pas d'humidité ici et on n'a pas de condensation ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la différence entre un pare-vapeur et un freine-vapeur? Pour moi, oui. Oui, ok. Si je n'ai pas d'autres, c'est que c'est bon. Donc vraiment, l'évolution, c'est un freine-vapeur. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre dans la structure idéale, c'est on a de l'air statique, c'est ce qui isole le mieux. On ferme du côté extérieur, mais du côté intérieur aussi. Et on empêche comme ça une circulation d'air, donc un refroidissement de l'isolant et une perdition. Et on empêche aussi de la condensation qui va se faire ici. Et en été, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a quelque chose de bien étanche, ben l'air chaud qui est très fort à l'extérieur et l'air froid à l'intérieur, ben vous avez une différence de pression, donc l'air a tendance à vouloir circuler. Et donc, si on a vraiment quelque chose comme ça qui les ferme, ben vous gardez l'air froid, l'air chaud à l'extérieur et vous gardez votre air frais à l'intérieur. Alors, donc ici, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Et ça réexplique en fait la différence entre un pare-vapeur qui bloque la vapeur et qui la fait revenir à l'intérieur et un freine-vapeur qui va la laisser passer. Et alors, je vais ramener une donnée en plus, c'est que vous pouvez avoir maintenant les évolutions des freine-vapeur, c'est que vous avez des freine-vapeur hygrovariables ou des freine-vapeur intelligents qu'on appelle. C'est quoi? C'est que quand vous avez un freine-vapeur dont vous produisez de la vapeur d'eau, votre vapeur d'eau va passer. Mais si ici, il y a un problème de sous-toiture qui n'est pas respirant ou qui ne laisse pas passer la vapeur d'eau, si la vapeur d'eau est bloquée ici, à un moment donné, elle va s'accumuler. Donc, on risque d'avoir trop d'eau, trop de vapeur d'eau ici. Ben, ce freine-vapeur-là, ce qu'il va faire, c'est que l'intelligent, quand il va sentir qu'il y a trop de vapeur d'eau ici, il va se bloquer et devient par vapeur. Donc, il va laisser la vapeur d'eau ici s'évacuer parce qu'une sous-toiture n'est jamais étanche à 100%. Et en plus, il y a le soleil qui va venir surchauffer ici et donc il va sécher. Et quand il va sentir que ici, le taux d'humidité a diminué, il redevient freine-vapeur et donc il relaisse passer cette vapeur d'eau. Ce freine-vapeur, donc l'intello ou freine-vapeur hygrovariable, il est très intéressant quand vous êtes sur une maison, quand les gens viennent me dire « Ah ben voilà, je veux isoler une toiture ». La première chose que je leur demande, c'est est-ce que vous avez une sous-toiture? Ah, on a une sous-toiture qui date d'il y a 15-20 ans,
en plastique. Ben, ça, c'est une sous-toiture, je sais que c'est une sous-toiture non ouverte à la vapeur d'eau, donc non respirante. Donc, je sais qu'ici, il y a toujours un risque de surplus d'humidité et donc je vais conseiller le frein de vapeur Intello ou hygrovariable ici pour régler ce problème-là. Si je mets le frein de vapeur standard, il va laisser passer et à un moment donné, si c'est bloqué ici, il va avoir un problème. Si je conseille un par vapeur, ben je ne règle pas le problème de la surplus de vapeur d'eau à l'intérieur. Ça va par rapport à ça, donc entre frein de vapeur hygrovariable, par vapeur. Ok. Si j'ai pas de... Une question en fait. Oui. Donc le pare-vapeur, il sera utilisé pour les nouvelles constructions quand il y a une VMC. Alors, c'est sûr que dans une nouvelle construction, vous pouvez mettre un pare-vapeur est plus logique, on va dire. Alors, pas plus logique, il est moins grave. Ça veut dire que vous risquez de moins avoir de problèmes. Mais moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que la différence de prix entre un pare-vapeur, un frein de vapeur et l'Intello ou le hygrovariable, qui est vraiment le nec plus ultra, vous allez être à 80, à 1 euro du mètre carré. Sur votre toiture, vous allez être à 100 euros de différence ou sur votre maison à 200-300 euros. Moi, honnêtement, par précaution, chez moi, je l'ai mis parce que par précaution, si votre VMC, par exemple, n'est pas assez adapté parce que ben voilà, elle s'est encrassée, parce que vous n'avez pas changé les filtres, parce qu'il y a une pièce qui produit plus d'humidité et ainsi de suite, ben, c'est quand même, moi, je conseille quand même de mettre plutôt l'hygrovariable partout. Après, quand les gens me disent « bah oui, mais c'est quand même un coût », je conseille alors plutôt le frein de vapeur normal. Et puis, s'ils ont vraiment, après, entre le pare-vapeur et le frein de vapeur standard, on est de l'ordre de 10-15 cents de différence. Honnêtement, moi, voilà, pour 15 cents du mètre carré, sur une maison complète, sur une rénovation, ça ne vaut pas la peine. Donc, je conseille toujours le frein de vapeur. Okay. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans les nouvelles constructions, toutes les sous-toitures, en fait, elles sont ouvertes à la vapeur d'eau. Donc là, vous avez déjà quelque chose qui est ouvert. Mais c'est le même cas de figure quand on est sur des murs. Donc quand vous avez un mur et que vous faites une isolation par l'extérieur en PU, par exemple, qui est très fermé à la vapeur d'eau, ben c'est bien de travailler avec un frein de vapeur, si vous travaillez à l'intérieur, hygrovariable, qui va permettre, à un moment donné, s'il y a trop d'humidité, rebloquer et ainsi de suite. Donc, c'est une précaution. Moi, je le conseille toujours parce que c'est une précaution. Ok, merci. Alors, donc, vraiment, quand on parle d'isolation, quand les gens me disent « oui, mais moi, je n'ai pas envie de mettre un frein de vapeur, je n'ai pas envie de faire d'étanchéité », on va leur dire vraiment c'est une pseudo-isolation. C'est comme mettre un gros pull en laine qu'on va acheter bien cher et qu'on va aller courir en hiver. Ça ne va servir pas à grand-chose. Vous allez perdre 20% de votre efficacité de votre isolant. Donc, ça veut dire que vous avez mis 20 cm de votre isolant. Si vous ne faites pas une bonne étanchéité, si vous ne faites pas quelque chose de correct, vous allez perdre 20%. Vous avez comme si vous aviez mis 16 cm d'isolant. Par contre, si vous le mettez bien, c'est comme si vous aviez eu 24 cm d'isolant. Donc, c'est vraiment important de bien le faire pour un gain d'énergie, mais on va voir aussi pour un problème de détérioration de la maison. On va le voir après. Donc, comme on l'a vu, une bonne étanchéité, ça commence d'abord par une bonne sous-toiture, une sous-toiture qui a été mise correctement. Donc, ça veut dire que ici, il y a plusieurs marques différentes, hein, mais la marque ne va pas changer grand-chose. Après, vous avez des marques qui sont plus ouvertes à la vapeur d'eau, d'autres moins ouvertes. Moi, je vous conseille toujours d'être de plus en plus ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans les constructions, dans les rénovations. L'idéal, si vous voulez, c'est que la vapeur d'eau, qu'une fois qu'elle passe vos matériaux, elle soit de plus en plus ouverte pour avoir de plus en plus facile à s'en aller. Ça veut dire que si vous travaillez sur quelque chose de très ouvert à l'intérieur et puis qu'à un moment donné, c'est bloqué, ben, l'humidité va vite passer, puis hop, elle est bloquée et ça va poser problème dans votre mur ou dans votre toiture. Par contre, si elle est très ouverte, elle va avoir du mal à passer. Puis une fois qu'elle va vers l'extérieur, elle s'en va très rapidement. Et donc là, vous n'avez pas de problème d'humidité. Et donc, dans toutes les fiches techniques des produits, vous avez le MU, qui est la perméabilité à la vapeur d'eau, qui est en fait la capacité aux matériaux, que ce soit un isolant, que ce soit une toiture, que ce soit n'importe quoi, que ce soit du bois, du béton,
tout se calcule. Et donc, vous avez la perméabilité, c'est la capacité au produit d'être traversé par l'air, par la vapeur d'eau, par la vapeur d'eau, pas l'air. Donc, ça veut dire que c'est deux choses très différentes. Vous avez une sous-toiture qui est étanche à l'air, mais pas à la vapeur d'eau. C'est deux choses très différentes. La perméabilité à la vapeur d'eau, sur les fiches techniques, elle s'exprime en mu, donc ça a U si vous voulez. Et plus elle est basse, mieux elle est. Donc ça veut dire que si vous avez une perméabilité à la vapeur d'eau de 1, c'est l'air. En fait, c'est l'air, c'est le produit qui est le plus traversé rapidement par la vapeur d'eau. Si vous allez vers du 2, du 3 et ainsi de suite, vous êtes de plus en plus fermé. Si vous prenez le béton, on est plus ou moins 50 000 et donc on est très fermé à la vapeur d'eau. Donc en fait, un molding en béton, la vapeur d'eau que vous produisez à l'intérieur, elle va mettre très longtemps pour s'en aller. Alors quand on pose une sous-toiture, comme on le voit ici, quand vous avez les sous-toitures, vous avez toujours des écritures dessus. Elles servent à quoi? Elles servent en fait au fait de devoir les superposer. Vous avez une ligne qui les permet de dire il faut les superposer à cet endroit-là. Si c'est plus, c'est pas grave. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop petit, la superposition, pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité. Et puis, vous avez des scotch ou des tapes qui viennent à se mettre entre les deux. Soit vous avez des scotch qui sont intégrés. Donc, vous avez, par exemple, nous, on a une sous-toiture mat grill qui est avec 2 tapes intégrées au-dessus et en dessous. Comme ça, quand vous venez superposer, vous scotchez l'un et l'autre. Mais très important, dès que vous faites une ouverture vers l'extérieur, un Velux, une cheminée et tout ça, vous avez en fait des tapes exprès qui viennent faire une étanchéité. Donc, c'est important pour l'étanchéité à l'eau, mais surtout à l'air aussi, pour vraiment avoir quelque chose qui est très efficace. Et comme on a dit, l'étanchéité à l'air, c'est aussi bien en hiver, mais en été, qui sont importants. Voilà un petit peu un autre cas de figure, des tapes ici pour faire un passage. Et alors, en sous-toiture, vous avez 2 types de sous-toiture. Vous avez des sous-toitures, comme on le voit ici, souples, qui sont le genre de toile. Et puis, vous avez des sous-toitures rigides, qui sont des panneaux, qui vont... Alors, l'avantage des panneaux sous-toiture rigides, ils sont plus chers. Hein. C'est en fait une sous-toiture souple, vous allez être à, je sais pas moi, 3 € du mètre carré. Une sous-toiture rigide en 22 mm, vous allez plutôt être à 6, 8, 10 € du mètre carré. Ça dépend, parce que pour l'instant, avec la fluctuation des prix, c'est difficile de vous donner un prix exact, mais vous allez être entre 6 et 10 € pour du 22 mm. Alors, quel est l'avantage de cette sous-toiture? Elle est résistante à l'eau comme une sous-toiture souple. Elle va être étanche à l'air comme une sous-toiture souple. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez en fait des sous-toitures qui vont faire 22 mm, 35, 40, 50, ça va même jusqu'à 100, 120. Mais l'avantage, c'est que vous avez un isolant en plus. C'est une sous-toiture qui isole en même temps. L'avantage de ça, c'est que, comme on le voit ici, on passe au-dessus de tous les chevrons. Donc, vous avez mis votre isolant dans les chevrons. Et votre chevron, il est moins bien isolé que le reste de l'intérieur de vos chevrons. Et donc là, vous avez à chaque fois des petits ponts thermiques, une perdition. En remettant un panneau sous toiture par au-dessus, vous passez au-dessus de tous ces ponts thermiques et vous avez quelque chose qui est plus efficace. L'avantage aussi de ces panneaux rigides, c'est que c'est des panneaux souvent qui ont quand même une certaine masse. Et donc, le produit, en fait, il a la capacité d'emmagasiner la surchauffe en été. Donc, c'est des produits qu'on appelle le déphasage. Donc, le déphasage, c'est la capacité à l'isolant d'empêcher la chaleur de rentrer dans votre maison. On a des produits qui préservent très fort de la surchauffe en été. Donc ça, c'est un gros avantage. Comme on sait qu'on va avoir de plus en plus des étés chauds et des canicules, ça permet de garder des maisons beaucoup plus fraîches et de ne pas avoir de clim et des choses comme ça. Par contre, on doit faire une étanchéité quand on est dans les coins et ainsi de suite. Il doit y avoir une étanchéité à l'eau et à l'air qui doivent être faits sur ces panneaux. Alors, ici, voilà, on le voit un petit peu. On va voir plutôt quand on a des défauts dans l'étanchéité et leurs conséquences. Déjà, comme on l'a déjà expliqué, si on a quelque chose où l'air circule, l'air chaud et l'air froid circulent entre l'intérieur et l'extérieur, on va devoir consommer plus d'énergie pour rattraper, pour réchauffer la nouvelle air qui est rentrée froide. On va devoir consommer comme ça plus d'énergie. Mais aussi, on va avoir des conséquences. Ça veut dire que ici,
on le voit, donc on a des panneaux style polyuréthane que j'imagine tout le monde connaît en aluminium. Ben, l'aluminium qui est dessus, en fait, ça c'est un pare-vapeur. Donc c'est quelque chose qui est en fait étanche à la vapeur d'eau et à l'eau en fait. Et donc là, souvent ce qui se passe, c'est que les gens les emboîtent, soit ils mettent un scotch ici en aluminium, tout le monde ne le fait pas, donc, mais qui est obligatoire, parce que si vous ne le mettez pas, vous mettez vos deux panneaux, ben là vous allez avoir une lame d'air qui passe, et donc vous allez avoir une bonne isolation, mais vous allez avoir, si vous additionnez tous les trous de la lame d'air, ben c'est comme si vous aviez une fenêtre qui était tout le temps ouverte. Donc vous allez avoir une perdition en efficacité. Ce qui se passe aussi, on le voit ici, ben les gens viennent de mettre leur panneau contre le mur, et ils viennent mousser ici, ou ils ne moussent pas, comme on le voit ici, on ne mousse même pas. Ben, le problème, c'est que vous avez votre bois, vous avez votre panneau, ben là, vous avez de l'air qui passe, et donc vous avez en fait de l'air froid qui rentre, de l'air chaud, humide qui arrive, condensation, et donc vous allez avoir votre bois qui va pourrir, parce que c'est pas votre isolant qui va moisir, mais c'est votre bois qui va moisir ici et qui va pourrir, et donc vous vous retrouvez avec des chevrons, des structures qui se laissent aller et qui même s'affaisser. On le voit vraiment ici. Ben, nouveau ici, là, ils n'ont pas moussé, donc ça, c'est pas bon du tout. Ici, ils ont moussé, mais le problème, c'est qu'ils ont moussé avec une mousse qui n'est pas étanche à l'air. Il faut savoir que dans les qualités des mousses, vous avez, nous, on travaille avec la mousse de chez Soudal, parce que malheureusement, on essaie de faire les produits le plus naturel possible, mais parfois, c'est compliqué d'avoir du 100% naturel. Par exemple, une mousse, ça n'existe pas. On travaille des mousses sans isocyanate, donc c'est sans la partie nocive, mais ce n'est pas 100% naturel. Mais dans les mousses, vous avez la mousse blanche qui est la basique, qui est juste un isolant, et puis vous avez la mousse bleue qui est étanche à l'air. Et donc là, on aurait dû, si les personnes voulaient faire ça avec du PU, nous on ne vend pas de PU, mais pour montrer un petit peu, ils auraient dû déjà mousser avec une mousse étanche à l'air pour ne pas avoir cette condensation. Et on voit bien qu'ici, ben, voilà, on voit bien la condensation sur les fenêtres parce que l'humidité, ben, elle ne sait plus s'en aller. On a fermé partout, sauf à certains endroits. Donc, tous les problèmes sont concentrés là ou sur les fenêtres et ainsi de suite. Et ça pose vraiment problème parce qu'on a des gens qui disent « Ah, je vais mettre un bon isolant, je vais acheter beaucoup, je vais isoler. » Et en fait, au final, ils ont une efficacité presque nulle parce qu'il n'y a pas les jonctions qui ont été faites. Et deux, en fait, ils détériorent leur maison parce qu'ils ont de la condensation à des endroits où ça a été mal isolé, autour des châssis de fenêtres. Voilà, on a de la moisissure, on a des développements de champignons. Dans la maison, voilà, développement de champignons, on dit détérioration du bâtiment, mais aussi de la santé des habitants. Donc, tout ça, c'est quand même important à prendre en compte. Ce qui se passait, et ça, on a souvent des clients qui viennent et qui nous disent « Ah, j'ai racheté une maison, elle était nickel, et puis j'ai tout réisolé, j'ai changé mes châssis, j'ai mis des doubles vitrages, j'ai commencé à isoler, et là, j'ai commencé à avoir plein de moisissures dans les angles des murs, autour de mes châssis. Comment ça se fait? Le problème, c'est qu'avant, dans leur ancienne maison, elle n'était pas étanche, donc il y avait des ouvertures vers l'extérieur, les châssis ne fermaient plus, l'isolation n'était pas parfaite, donc ça veut dire que le choc entre l'extérieur et l'intérieur n'était pas aussi marqué. Ils changent les châssis, ils rendent la maison étanche, ils réisolent partout, ils rendent étanche, semi-étanche comme on le voit ici, mais à certains endroits, ils n'isolent pas, ou c'est pas bien isolé dans les coins des murs, ils n'ont pas été jusqu'au-dessus, ils n'ont pas fait un bon raccord avec un scotch entre les deux. Toute l'humidité qui était évacuée un peu partout, maintenant elle est concentrée à des endroits et ça va condenser vraiment cet endroit-là, et donc on peut vraiment avoir des gros problèmes qui se créent. Comme on peut le voir ici, on a mis sûrement, ça on le retrouve souvent dans les vieilles maisons, où on a un lambris. Je dis souvent aux gens, ah, vous venez d'acheter une maison, vous avez un lambris, allez voir derrière, 3/4 du temps c'est moisi derrière parce que ça cache misère. Les gens mettent de l'isolant ici, et puis ils ne mettent pas de frein de vapeur, et donc l'air chaud à l'intérieur traverse, rencontre un mur froid et condense, donc on a de la moisissure qui se crée ici derrière le mur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok. Alors là, ça c'est des photos toujours très agréables à regarder. Donc on ne se rend pas compte des fois de la quantité de vapeur d'eau qu'on produit
et qu'on crée des problèmes parce que, comme je l'ai dit, une personne, 750 millilitres par nuit, bah, vous êtes 4 chez vous, ça vous fait déjà 3 litres d'eau que vous pouvez aller condenser en toiture sur des charpentes et ainsi de suite. Et donc, bah, qui dit humidité, dit développement de champignons, comme on peut le voir là. Et ça, c'est un bon cas de figure. Bah, les vieilles maisons, on mettait de la laine de roche ici ou la laine de verre. Soit c'était des panneaux avec de l'aluminium intégré, ben on déroulait, on mettait pas de scotch entre les deux, donc c'est un pare-vapeur qui n'a pas d'étanchéité, donc qui sert à rien. Donc on mettait ça, on ne les mettait pas bien, on laissait un petit jonction et ainsi de suite. Ben, vous aviez de l'air chaud, humide, qui montait, qui rencontrait une paroi froide et qui condensait. Ben, vous avez de la moisissure qui se mettait sur vos bois ou sur votre charpente ici. Ben voilà, les champignons, c'est volatile. Ben, vous pourriez peut-être en respirer. Votre structure, elle moisit comme on le voit là. Votre isolant, ben, il reçoit toujours de l'eau dessus comme on le voit ici. Ben, il devient de plus en plus lourd, donc il s'écrase. Ce qui sert d'isolant dans un isolant, comme j'ai dit, c'est l'air. Si vous écrasez l'isolant, ben, vous chassez l'air qui est à l'intérieur, donc il isole de moins en moins, donc il a de moins en moins d'utilité. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des maisons qui consomment toujours beaucoup d'énergie alors qu'ils ont isolé ou qu'ils ont récupéré une maison qui a été isolée mais qui a été mal isolée. Donc vraiment, si moi le conseil que je donne, ben, l'isolation, c'est vrai que c'est un travail conséquent, ça a un coût, mais il faut vraiment bien le faire dès le début. Il faut bien mettre le frein de vapeur, bien penser, est-ce qu'on veut une isolation contre le chaud, contre le froid, une isolation acoustique et tout ça, bien se poser les questions. Et puis après, on fait l'isolation correctement. Si on n'a pas les finances de bien le faire dès le début, je dis reportez un petit peu ou ne faites pas toute votre maison, faites votre toiture et pas vos murs ou vos sols, mais attendez, faites ça par étapes, mais autant bien le faire. Sinon, vous allez vous retrouver avec un isolant que vous avez payé et après 10 ans, il ne vaudra plus rien, donc ça ne sert presque à rien. Surtout qu'on sait que le mazout va être de plus en plus cher et donc qu'on se chauffer, ça va être de plus en plus coûteux, donc autant bien le faire dès le début. Donc ici, ça reprend un petit peu le schéma que je vous ai dit. Ici, vous avez les panneaux en aluminium, en PU. On n'a pas mis de scotch entre les deux. On a mis ici le deuxième. Alors, on va vraiment en fait concentrer toute la vapeur d'eau à un endroit. Et donc, on va avoir de la condensation à cet endroit-là. Et donc, on met vraiment toute l'humidité à cet endroit. Et c'est ce qu'on va se retrouver avec une photo comme avant, beaucoup de moisissures. Donc, il faut vraiment bien scotcher ici. Quand on met le frein de vapeur, qu'on met l'isolant et puis qu'on met un frein de vapeur, on met bien un tape entre les deux. Quand on arrive en jonction avec la toiture et le sol, on fait un trait de colle ici sur le côté, c'est ce qu'on va voir, pour vraiment éviter d'avoir de la condensation à cet endroit-là. Donc ici, voilà, vous avez aussi un autre principe qui montre que on a vu avant que ça crée des problèmes de condensation, mais aussi par rapport à si on prend 1 mm de fente dans un isolant, donc c'est-à-dire que vous mettez votre isolant pas bien collé, vous laissez 1 mm, vous mettez votre frein de vapeur, vous ne faites pas une étanchéité, tout ça, ça va faire une perdition. Ça veut dire que vous allez consommer 4,5 fois plus, 4,8 en plus de mazout pour pouvoir rattraper cette perdition-là. Et donc, c'est vraiment important de bien isoler. On ne se rend pas compte, mais toute l'isolation, une bonne isolation, c'est des détails. C'est vraiment bien mettre son isolant, le mettre à serrage, ou c'est le couper un peu plus large que le caisson, l'écraser, le mettre dedans, bien faire des jonctions entre les panneaux. Si on a la possibilité de faire 2 couches d'isolant, on croise les couches, ça c'est parfait. Et puis on remet un bon frein de vapeur, on fait une bonne étanchéité partout. Et là, on maintient bien la chaleur à l'intérieur, on n'a pas de perdition, on n'a pas de risque de condensation, donc ça c'est parfait. Nouveau, voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué avant. On concentre tout à un endroit comme on le voit ici. Et donc on a un développement de moisissure à cet endroit. C'est le même principe en été. Si vous avez quelque chose qui n'est pas bien fermé, étanche à l'air, comme j'avais dit, l'air chaud va venir à l'intérieur et va venir vraiment réchauffer la pièce à l'intérieur. Donc, ça permet vraiment, les deux permettent vraiment de isoler de l'air et de la vapeur d'eau. Donc, c'est important de bien le faire.
Voilà, comme on le voit ici, quand on garde bien, si on fait une caméra thermique, on va voir qu'on va garder la chaleur en haut et on va garder plutôt le froid en bas. Alors, comment on fait une bonne étanchéité à l'air? Parce qu'on en a parlé beaucoup. Ben, ça démarre déjà par un frein de vapeur. Alors, moi, je conseille toujours de prendre un frein de vapeur qui n'est pas intégré à l'isolant. Pourquoi? Parce que quand vous avez un panneau de PU, si vous coupez dedans et tout ça, ben, vous entaillez le frein de vapeur. Si vous faites un coup, vous faites entailler le frein de vapeur. Et c'est souvent dans les freins de vapeur qui sont les pare-vapeurs qui sont intégrés aux isolants, c'est souvent des freins de vapeur ou des pare-vapeurs qui sont de moins bonne qualité. Ce qu'il y a aussi, c'est que vos panneaux, ils font 1 mètre sur 50 cm. Donc, vous avez beaucoup de jonctions qui se font entre l'un et l'autre. Quand vous travaillez avec des freins de vapeur en rouleau, c'est des freins de vapeur de 1,50 m sur la longueur qu'on veut. Et donc, ici, si je prends la longueur ici, par exemple, cette photo de chantier, c'est si vous allez sur notre site dans témoignages, on a des témoignages de clients, ça c'est le golfe de Méan, donc il y a un énorme bâtiment qui a été restauré. Ben, d'ici à là-bas, vous avez un rouleau complet qui a été mis, ben, vous avez juste un tape qui est situé au milieu, qui vient faire une jonction entre les deux. Si vous aviez eu des panneaux, ben, à chaque fois, vous aurez eu des jonctions, et donc chaque fois, vous avez un risque d'avoir chaque fois une étanchéité qui n'a pas été bien faite. Donc vraiment, mettre l'isolant et puis remettre une sous-toiture et un frein de vapeur, ça va être plus efficace que d'avoir des petits panneaux qui font chaque fois une jonction entre eux. Donc d'abord, on va travailler avec un rouleau de frein de vapeur en rouleau. Quand on superpose les bandes, toujours il y a un trait entre les deux, on remet un scotch, un tape entre les deux. Et alors, un scotch et un tape de qualité, ne prenez pas un tape basique du Bricot ou autre chose. Je n'ai rien contre le Bricot, mais qui ne sert pas à ça. Il faut prendre un scotch étanche à l'air et résistant. Il faut savoir que, par exemple, cette marque-là qui est Proclima, qui est une marque qu'on vend, ils garantissent leur tape 50 ans. Et donc, on a vraiment, et ça, je vous mets le défi, vous le collez pour l'enlever, c'est presque impossible. Et donc, travailler avec des produits de qualité quand même. Surtout qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai eu l'expérience, parce que quand j'ai fait ma maison, que j'ai fait l'étanchéité, quand vous avez une tempête à l'extérieur et que vous êtes à l'intérieur, vous avez vraiment une différence de pression importante et donc vous avez l'air qui veut vraiment venir, rentrer. Et donc, c'est important d'avoir des bons scotch qui vont vraiment tenir et qui vont empêcher l'air de rentrer. Donc, des scotch ou des steps à injonction. Un élément important, c'est quand vous posez un châssis. Un châssis, c'est vraiment un endroit où vous avez une jonction entre votre ossature ou votre maçonnerie et l'extérieur. Donc, là, vous avez vraiment des scotch exprès qui viennent quand vous avez votre châssis qui viennent se coller sur le pourtour du châssis. Puis vous prenez le châssis, vous le mettez dans l'encadrement, et puis vous avez ce scotch qui vient se replier sur l'ossature. Et comme ça, vous avez vraiment une étanchéité qui est faite. Et de nouveau, normalement, si on veut faire une bonne étanchéité, on doit avoir un scotch extérieur et intérieur. Pour ceux qui ne vont pas poser des châssis chez eux, faites attention que normalement, maintenant, alors c'est plus ou moins obligatoire que les entrepreneurs doivent le faire, mais il y en a les 90% qui ne le font pas. Donc, exiger de faire une étanchéité, d'avoir les bons scotch. Si les entrepreneurs ne le connaissent pas et tout, il faut vraiment leur dire, ben voilà, vous pouvez aller chez Ecobati ou vous pouvez vous renseigner, mais il faut vraiment avoir ça. Alors, un autre cas de figure de jonction, j'ai mon frein de vapeur et j'ai un enduit après qui va venir sur de la maçonnerie. Comment je fais ma jonction? Ben, vous avez des scotch qui viennent se coller sur le frein de vapeur et puis qui sont enduisables, soit par un treillis, soit par un scotch qui est enduisable. Ici, donc quand je vais faire mon plafonnage, je vais enduire mon scotch ici et comme ça, j'ai vraiment une étanchéité qui est faite. Si je ne le fais pas, je vais mettre mon plafonnage jusqu'ici. Ben là, comme j'ai du plafonnage et une fibre, ben je vais toujours avoir une jonction qui va se marquer. Je vais avoir une entrée d'air, donc je vais avoir de l'air qui va rentrer, je vais avoir de la condensation, de la moisissure à cet endroit-là. Ici, on a vraiment une étanchéité. Ben, l'air, en fait, va venir ici, elle ne sera pas passée. Et donc, pas de condensation, pas de perdition.
Alors, c'est la même chose avec tout ce qui est passage dans la structure. Donc, ça veut dire que vous avez une poutre, vous avez une cheminée, on va le voir après. Là, tout ça, il y a des scotch exprès qui permettent de faire une étanchéité. Après, vous allez me dire, oui, mais en rénovation, c'est presque impossible d'aller scotcher toutes les poutres et ainsi de suite. Et je suis entièrement d'accord avec vous. En rénovation, une étanchéité parfaite, c'est presque impossible. Et donc là, je vous conseille vivement de travailler avec un frêne vapeur et pas un pare-vapeur. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec des panneaux de PU, avec un aluminium, ben la vapeur ne sait pas s'en aller. Vous faites une bonne étanchéité, la vapeur ne sait pas s'en aller. Et donc, elle reste ambiante. Le problème, c'est que vous avez une vieille poutre de 200 ans qui rentre dans votre mur. Vous n'avez pas su faire une étanchéité ou qui passe dans votre toiture. Vous n'avez pas su faire votre étanchéité. Ben, toute la vapeur qui sait partir nulle part, elle va aller se concentrer là dans votre poutre et elle va faire moisir votre poutre. Par contre, si vous travaillez avec un frêne vapeur, la vapeur va monter. Ben là, elle sait quand même s'en aller, elle sait partir, et donc je n'ai pas un surplus de vapeur d'eau dans ma pièce qui va aller condenser sur la poutre. Donc, dans une maison où on ne sait pas faire de VMC, on ne sait pas faire une étanchéité parfaite, vraiment travailler avec un frêne vapeur. Ça, c'est très important. Alors, ben on voit d'autres cas de figure. Ici, j'ai mis quelques exemples, mais il faut savoir que les scotch, les tapes, on en a une trentaine ou même plus, une cinquantaine différents. Je n'ai pas mis tous les cas de figure, mais on peut avoir des solutions un peu partout. Vous allez faire passer un câble électrique dans votre frêne vapeur ou dans votre USB. Donc, il faut savoir que l'OSB est considéré comme un pare-vapeur, donc il est étanche à l'air. Après, vraiment dans les dernières études, on montre qu'il n'est pas de 100% étanche à l'air, mais il est toujours considéré comme pare-vapeur. Si on fait passer un câble électrique, vous remettez un scotch. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu exagéré. Parfois, j'ai des clients qui me disent, oui, c'est exagéré, vous allez mettre un scotch autour. C'est vrai que c'est pousser les choses loin. Il faut savoir qu'une manchette comme ça coûte 3 euros. Sur du long terme, si vous avez ici un trou, un passage d'air, vous avez de la moisissure, mais si vous n'avez pas de moisissure, vous avez quand même une perdition de chaleur. En chauffage, je suis sûr que vos 3 euros sur 20 ans, parce que votre maison, ou 20 ans ou 30 ans, ça va être rentabilisé. Et donc, c'est important de faire des petits détails comme ça, qui fait qu'on va avoir quelque chose de gain dans le temps. J'ai parlé de gain, mais c'est aussi important, en fait, le confort. Ça veut dire que si vous êtes dans votre maison, parfois j'ai des gens qui me disent ça, je suis dans ma maison, je suis devant ma télé, et je suis dans mon divan, et j'ai l'impression d'avoir des courants d'air froid dans mon dos. Ça, c'est un problème d'étanchéité. C'est que vous avez une circulation d'air froid et d'air chaud chez vous, et vous n'avez pas une bonne étanchéité. Donc, le fait d'avoir un aspect de confort est quand même important. Vous faites passer une VMC, vous faites passer un tuyau vers l'extérieur, vous avez des manchettes qui vont vraiment venir faire l'étanchéité pour éviter d'avoir de la condensation et éviter d'avoir de la perdition. Donc là, on voit un peu les différents cas de figure. On a d'autres manchons qui peuvent aller sur de la maçonnerie. On a vraiment différentes propositions. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais par rapport à une étanchéité à des châssis, voilà, ça c'est une étanchéité qui a été faite correctement. On a un scotch, un tape ici pour arrêter en fait l'air de l'intérieur, et puis on a un scotch à l'extérieur pour éviter l'air extérieur. Vous allez me dire, et souvent on a des poseurs qui me disent, oui, mais une étanchéité c'est suffisant. Non, parce que ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir de l'air qui va venir ici, qui va circuler ici, et puis qui va à un moment donné, parce que ça n'a pas été fait nickel, qui va rentrer. Que si vous avez une double étanchéité, c'est une précaution. Cette étanchéité-là, en plus, c'est à quoi elle sert? Elle sert à ne pas faire rentrer de l'eau dans la jonction. Et cette étanchéité-là, en plus d'être étanche à l'air, elle empêche de l'avoir de la condensation qui risque de venir. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Après, on voit le scotch ici. Ça, c'est par rapport à l'OSB. Donc, si vous voulez rendre étanche votre OSB, donc comme on a dit, c'est un pare-vapeur. Mais si vos plaques sont juste emboîtées, c'est pas étanche à l'air. Donc, il faut remettre un scotch partout pour vraiment être étanche à 100% ou le plus possible. Voilà par rapport à l'étanchéité à l'air. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, il y avait une question au début. Est-il possible d'enregistrer la présentation? Euh, oui, je l'ai enregistrée. Donc, si vous m'envoyez un mail donc, sur kevin@ecobati.be, vous pouvez me dire, ah ben, ça m'intéresse d'avoir la formation et je vous l'enverrai par mail. Alors, c'est pas par mail, c'est par WeTransfer parce qu'elles sont trop lourdes, mais je peux vous l'envoyer sans problème. Alors, si vous avez des questions, soit vous pouvez les poser oralement ou par écrit, c'est possible. Donc là, je suis retourné sur mon écran et je vois ce que les gens écrivent. Moi, j'ai une question. Tout se fait à l'intérieur alors, Par rapport à l'étanchéité? dans le cadre d'une nouvelle construction, par exemple. Non, c'est par les deux côtés. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir une double étanchéité. Donc ça veut dire que par l'intérieur, on va le travailler avec un frein de vapeur. Donc si je reprends, Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Mais oui, parce que vous avez pris beaucoup d'exemples avec le toit, mais sur une ossature bois, par exemple, il faut faire tous les étanchéités à l'extérieur aussi alors. oui, vous avez déjà en tête l'ossature, votre modèle d'ossature, Oui, enfin, ce serait une ossature traditionnelle et vous avec, allez mettre quoi à l'extérieur? ça serait un mélange de bardage bois avec de la brique. Ok, donc en fait, vous allez avoir votre bardage et en dessous, vous allez avoir une sous-toiture. Donc cette sous-toiture-là, elle va faire l'étanchéité. Donc ce qui est important de faire, c'est de bien la poser pour qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau et bien en fait la scotcher pour qu'il y ait une bonne étanchéité. Quand vous allez revenir avec votre sous-toiture, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Oui, Oui. oui. Donc, quand vous allez revenir avec votre sous-toiture, l'idéal, c'est vraiment ce qui va être important. Et sur notre site, dans réalisation, on a des photos de ça. C'est avant de poser les châssis, c'est vraiment de mettre ces deux scotch, ces deux tapes-là qui va, en fait, il y en a un qui vient se coller à l'intérieur, l'extérieur. Et en fait, ceci reste vaillant. Quand vous posez le châssis, vous revenez le coller sur votre ossature et là, vous allez le recoller sur votre sous-toiture. Et là, vous avez vraiment une étanchéité qui est continue. Donc, l'air ne passera pas. Et du côté de la brique, ben là, la brique est étanche. Donc, elle ne posera pas de problème. Mais quand vous allez faire la jonction sous-toiture et votre brique, il faudrait en fait que votre sous-toiture aille se coller jusqu'à la maçonnerie derrière la brique. Donc, vous allez mettre aussi, c'est une sous-toiture aussi, c'est une ossature à cet endroit-là. Vous allez Oui, mettre ossature, vide d'air et puis votre brique. oui. Oui, donc là, en fait, il faudra vraiment, avec votre sous-toiture, aller derrière la brique, se coller sur le reste de l'ossature. Et il faudra mettre aussi une sous-toiture à cet endroit-là. Et vous allez travailler avec une sous-toiture rigide ou souple? Ben, je crois que c'est Du DWD. la fibre de bois, là, c'est pas nous en fibre de bois, je Oui, pense. c'est la GEPAN, oui. La Ouais. GEPAN ou la fibre de bois. Ben, elle, c'est celle-là qui va vous servir de sous-toiture. Donc, elle sera étanche. Mais ce qui est Ouais. important, quand il le pose, il faut vraiment que vous regardiez que ici, il fasse un raccord entre le panneau de fibre de bois et le tape ici. Ah oui, Il a ok. vraiment recollé le tape sur la fibre de bois. Après, si vous voulez, vous êtes de quelle région? De Mété. euh, J'ai- Écobatie Namur, si vous voulez, vous pouvez aller là et vous verrez les Ah modèles. oui, d'accord. Ok. Et donc, c'est très important de faire une étanchéité par l'intérieur et une étanchéité par l'extérieur. Les deux sont très importants. Et alors, par l'intérieur, vous avez quoi? Un OSB ou vous avez Alors là, ça serait peut-être, on ne sait pas encore, ça serait peut-être du chanvre ou alors ça serait une isolation en cellulose avec encore des plaques, je sais pas encore, en vermacelle, je sais pas, en vermacelle, je sais pas, je ne sais pas. Alors, c'est Ce dans sera un votre mix. réflexion. Si, je sais, alors c'est un avis qui me regarde juste, hein, mais pour moi, dans la structure la mieux pour une isolation ossature bois, c'est en fait, c'est pas l'OSB. Pourquoi? Parce que l'OSB, le problème, c'est il n'est pas, il est considéré comme par vapeur. Mais en fait, dans les nouveaux tests, quand les tests, c'est les tests de blower door qu'on appelle. Donc, c'est Mhm. quoi? C'est quand on a la maison, on va fermer tout et on va lui enlever toute son air à l'intérieur et on va calculer en fait les perditions qu'elles ont. Donc, l'air qui va rentrer, on va calculer les trous, les endroits où ça a été mal fait et donc on va pouvoir réparer ça. Donc, quand on fait une nouvelle construction, maintenant, c'est obligatoire.
vous allez avoir cette thèse de blower d'or qui va se faire. Et on se rend compte qu'au milieu de la plaque d'OSB, en fait, c'est pas étanche à 100%. Donc, on a une efficacité qui est quand même moins bonne. Donc, on va avoir mieux avec un frein de vapeur. Donc, je pense que c'est mieux. Par exemple, la solution cellulose de papier, ben, elle est très bien. Vous mettez un frein de vapeur, ils viennent souffler le caisson à l'intérieur. Et puis après, vous mettez un Fermacell. L'avantage du Fermacell, c'est que maintenant, l'OSB, donc souvent, on fait OSB plus Gyproc. Le problème, c'est que l'OSB, il a fort augmenté dans le prix. Donc, un OSB plus un Gyproc, vous allez être, l'OSB, il va être à 10 euros, 12 euros du mètre carré. Plus le Gyproc, vous avez 16, 17 euros du mètre carré. Le Fermacell, vous êtes plutôt à 8, 9 euros du mètre carré. Donc, vous avez un produit qui va coûter moins cher, qui va être qu'une mise en œuvre, donc ça va être plus facile. Et alors, sur le Fermacell, vous savez fixer 50 kilos à la vis, donc c'est beaucoup plus simple. Moi, j'en ai chez moi. Franchement, le Fermacell, c'est génial parce que voilà, j'ai mis un bar suspendu avec une cinquantaine de bouteilles. J'ai mis 2 vis et ça tient. Vous avez plus besoin de cheville, vous avez plus besoin de rien, donc c'est quand même très pratique. Et oui, bon, tant qu'on y est, donc l'isolation avec chanvre, j'envisagerais d'enduire de l'argile, mais sur le rez-de-chaussée, sur les pièces de vie, quoi. Exactement. En argile. Oui. Est-ce que vous conseillez de le faire sur du chanvre ou alors de le faire sur une plaque? Alors, sur le chanvre, vous n'arriverez pas à le mettre sur l'isolant en chanvre directement. Il vous faut une plaque rigide. Donc, soit, en fait, on met du Fermacell et à cet endroit-là, avant, ce qu'on disait, c'est qu'on mettait de l'OSB et puis on enduisait avec l'argile. L'avantage, c'est que l'argile, elle est étanche à l'air et donc vous réglez le problème de manque d'étanchéité de l'OSB. Mais le problème, c'est que l'OSB est assez cher. Et donc, ça va vous coûter moins cher de mettre un Fermacell et puis de mettre de l'argile dessus. L'avantage dans une ossature bois de l'argile, le problème de l'ossature bois, c'est que vous n'avez pas beaucoup de masse. Et donc, vous n'avez pas beaucoup d'inertie dans votre structure. Et donc, rajouter de l'argile, oui, c'est très intéressant. C'était pour ça que vous voulez mettre du chanvre, parce que mettre de l'argile, c'est quand même lourd. Déposer de l'argile sur les murs. Si on veut quand même mettre une épaisseur assez grande. Alors, vous voulez mettre un béton de chanvre, alors, c'est ça? Ou un chanvre projeté. Et puis, je voulais, pour justement apporter de l'inertie. Et puis, après, enduire avec de l'argile, avec une petite couche d'argile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton de chanvre, en fait, il a un pouvoir isolant qui est, on va être de l'ordre de 0,0, donc le lambda, ça c'est le pouvoir isolant, de 0,070, 75, ça dépend un petit peu, que la cellulose de papier ou le chanvre en rouleau ou la fibre de bois ou la paille de riz de Camargue. Vous allez sur un 0,038, 39. Donc, ça veut dire qu'il vous faut presque 2 fois moins d'épaisseur pour avoir la même performance d'isolation. Et donc, c'est quand même plus intéressant. Et point de vue de la masse, vous en avez, mais si vous rajoutez du Fermacell, vous avez quand même une masse aussi. Donc, vraiment, l'avantage, c'est de prendre les produits les plus performants dans les domaines, mais les additionner pour faire quelque chose, un complexe performant. Donc, ça veut dire que si vous travaillez qu'avec du béton de chanvre, vous allez avoir quelque chose qui a de l'inertie, mais qui n'est pas très bon isolant. Donc, moi, je préfère travailler plutôt avec le plus performant, donc par exemple la paille de riz de Camargue dans la structure, qui a quand même de la masse, et puis un Fermacell qui ramène de la masse, et puis votre argile qui ont aussi de la masse. Donc là, on a vraiment un complexe qui isole très fort contre le froid en hiver, mais aussi très bon contre le surchauffe en été. Mais j'ai pas compris, c'est de la paille que vous avez dit? Alors, vous avez en fait un isolant, donc un isolant semi-rigide, c'est des panneaux comme un peu une laine de verre, si vous voyez. Donc, c'est un panneau qui se tient tout seul. Vous l'avez en fibre de bois, vous l'avez en chanvre, mais vous avez aussi, c'est un nouveau produit qui existe déjà depuis 2-3 ans, mais c'est de la paille de riz de Camargue. Donc, c'est de la paille de riz, en fait. C'est une fois que le riz a été enlevé de la culture du riz, il reste une paille. Cette paille-là, elle n'est pas compostable, elle n'est pas mangée par les animaux parce qu'elle a beaucoup de silice. Elle est mangée par les animaux, mais elle n'a pas beaucoup de valeur nutritive. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils la brûlent. Et donc là, c'est vraiment de la récupération de matières premières. Et donc, on met ce panneau rigide et puis on remet dessus le Fermacell. Alors, vous la mettez dans la structure. Donc, en fait, vous allez avoir votre structure en bois. Vous mettez votre isolant dedans, la paille de riz, par exemple.
que vous coupez toujours 1 centimètre plus large que le caisson pour l'écraser et le mettre dedans. Ok, Et d'accord. puis, vous mettez votre frein de vapeur. Et puis, vous faites un petit lattage. En fait, pourquoi ce lattage-là? Il va permettre de faire passer tous les gaines techniques, les câbles électriques, les arrivées d'eau et tout ça. Comme ça, en fait, on ne troue pas le frein de vapeur. Et puis, vous mettez votre fermacelle et puis vous mettez votre argile. Ok, j'ai compris. Comme ça, vous avez vraiment un vide technique où vous pouvez faire passer vos câblages sans problème, sans toucher votre frein de vapeur. Vous avez un bon isolant, vous avez une bonne étanchéité et vous avez de la masse par le fermacelle et l'argile. Ok, merci, c'est super. Voilà. Très Et intéressant. alors, ce que j'ai fait chez moi, c'est que dans ce petit vide technique-là, moi, j'ai rajouté en plus un isolant de chanvre de 4 cm et demi, ce qui permet de rajouter en plus une isolation. À quel niveau vous avez mis le chanvre? Dans le vide technique, donc entre le frein de vapeur et le fermacelle. Et par quelle technique vous avez fait ça? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, le constructeur ossature bois a amené l'ossature, donc il a amené le panneau de fibre de bois extérieur plus l'ossature vide. J'ai mis la paille de riz, j'ai pas mis la paille de riz, mais on va dire j'ai mis la paille de riz à l'intérieur. J'ai tendu mon frein de vapeur. Comme ça, j'ai quelque chose qui est déjà presque fini. À l'intérieur, en hiver, je peux travailler et tout. J'ai passé tous mes câbles électriques, j'ai fait toute mon électricité à l'intérieur. J'ai passé dans les gaines et tout ça au-dessus de mon frein de vapeur, dans le vide technique. Et puis, une fois que j'ai terminé, j'ai mis ma plaque de fermacelle. Donc, j'ai remis mon isolant entre les structures. Attendez, si vous voulez, je vais vous montrer. J'ai des photos. Comme ça, c'est peut-être... Et pour les plaques d'en haut, je vois, mais après, quand vous mettez la plaque du dessus, comment vous faites pour le... Parce qu'il n'y a plus d'ouverture pour mettre l'isolant. Non, parce qu'il y a un petit lattage, en fait, entre les... Je vais voir si j'ai des photos. Utilisation. Ouais, je crois que j'ai pas trop de temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Non, hein, vous ne voyez pas. Pour l'instant, je vois question. Ouais. Alors, attendez, hop là. Partage. Fenêtre. Ah, ça y est, maintenant je vois. Là. Donc là, ça c'est, comme je vous disais, le châssis avant d'être posé. Il doit être comme ça. Donc, il doit avoir un tête noire pour l'extérieur, un tête bleue pour l'intérieur, ou blanc. Enfin bon, il y a différentes couleurs. Ce qui permet que quand on va le poser dans l'ossature, en fait, il va venir, je ne sais pas si on va le voir. Donc là, ils sont en train de le mettre. Mais ce qui permet, on ne le voit pas, ce qui permet quand il le met dans l'ossature d'avoir le tape ici qui ressort. Et quand on va venir refaire, on va mettre de l'isolant dans les trous ici. On va remettre le frein de vapeur, mais on va revenir faire l'étanchéité par rapport au châssis. Comme ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est vraiment petit. Donc là, ça, c'est l'étanchéité. Alors, je vais regarder si j'ai des photos de... Donc ça, c'est... Voilà. Donc là, ici, vous avez votre ossature hein, qui est à l'extérieur, qui est comme ici, hein, qu'on ne voit plus parce que là, il y a l'isolant et il y a le frein de vapeur qui est mis ici. Alors après, on fait un petit lattage comme ici, qui est un lattage en fait qui permet d'avoir un vide technique. Et comme ça, ben, je fais passer mes câbles électriques et tout ça, je fais des trous et puis je les fais passer. Et entre ces deux chevrons-là, je viens mettre un isolant de 4 cm et demi. Et je viens bourrer partout en fait cet isolant. Ce qui me permet d'avoir... Après, bon, chez moi, j'ai poussé l'isolation à l'excès, mais voilà. C'était un isolant qui est en forme de rouleau et qui est... en fait, c'est des panneaux, oui, exactement. C'est du chanvre en panneau qui vient se mettre ici. Et puis après,
on remet le fermacell par-dessus. Est-ce que j'ai une... J'ai pas de photo où j'ai le fermacell. J'ai pas de photo où j'ai le fermacell. Mais voilà, par exemple, moi, ma maison, je n'ai qu'un poêle à pellets pour chauffer tout. Et j'utilise une palette et demie de pellets par an. Donc, c'est 250 €. Bon, maintenant, c'est plus cher, mais par an pour chauffer tout. Je n'ai pas de chauffage dans les chambres, pas dans les salles de bain, nulle part, quoi. Et votre eau, vous la chauffez comme aussi avec le poêle au pellet? Non, l'eau, j'ai une pompe à chaleur. Et j'ai des panneaux solaires, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, bah si il n'y a plus d'autres questions, je regarde s'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Là. Ouais, il y a quelqu'un qui avait écrit. Quelqu'un qui demandait le... Donc, je répète pour l'enregistrement, envoyez-moi un mail, pardon, en me demandant est-ce que je peux l'avoir par mail et je vous l'enverrai par WeTransfer le document sans problème. Donc, sur Ecobati, il y a moyen d'avoir tous les prix, en fait, des matériaux? Oui, après, vous pouvez aller sur notre e-shop. Notre e-shop, vous avez à terme indicatif tous les prix. Mais honnêtement, si vous avez une maison complète, vous n'aurez pas le même prix. Là, c'est comme si vous achetez un panneau de chambre ou de fibre de bois ou de fermacell. Ici, vous allez faire un volume, donc vous n'aurez pas ces prix-là. Donc, voilà. Après, si vous voulez avoir des questions plus précises, parce que c'est vrai que vous avez un gros projet, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Oui, donc c'est bien kevin.noel, c'est ça? Non, kevin@ecobati.be. Pas de Noël. Donc c'est kevin@ecobati.be. Ok, un grand merci pour cette formation. Avec plaisir. Et si vous voulez mettre de l'argile, tout ça, on donne aussi des formations en atelier avec de l'argile. Oui, j'ai vu, mais c'est chouette. J'ai l'impression que c'était pour des professionnels. Non, pas particuliers professionnels. Mais je vous avoue qu'on a plus de particuliers on a des groupes entre, disons, une dizaine de personnes. On a souvent 2 pros et le reste de particuliers. Ok, je n'y manquerai pas. C'est une journée complète. Là, par contre, c'est payant. C'est 40 € la journée. Oui, sans doute. Mais voilà, mais vous apprenez, on fait sur un atelier, on applique, on vous montre un peu comment il faut faire. Voilà. Mais je ne connaissais pas pour votre entreprise Ecobati. Vous nous avez connus comment? C'est l'architecte qui m'a donné le lien, en fait. Oui. Parfait. J'espère que vous avez été agréablement surpris. C'est bien. Oui, je suis très agréablement surpris. Excusez-moi, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Bonne fin de journée. À bientôt, peut-être. Merci. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.